de l'Italie. Il avait fait notamment en 2013 une histoire du carnaval de Venise, du XIe au XXIe siècle, qui est magnifique, qui a été réédité plusieurs fois. La dernière traduction italienne est de 2023, semble-t-il. Il s'intéresse également aux dynamiques interculturelles au sein de l'Europe. Je pense à son ouvrage La France et l'Italie, histoire de deux nations sœurs. On voit les influences italiennes ici sur le livre. J'adore cette expression. Et l'histoire des voyages, bien sûr, sur le plan matériel, autant que sur le plan des représentations, dont on vient de parler beaucoup ici. Il avait publié notamment Le Grand Tour revisité en 2008, qui a été réédité en 2021, de même que Nos Italies, avec SML en 2021 aussi. Donc il a coordonné à peu près une trentaine d'ouvrages et participé notamment à l'édition de Journaux de voyage, ceux de Montesquieu, Mes voyages en 2012, et Una Marchese in Viaggio per l'Italia en 2019. Voilà, donc aujourd'hui, son propos s'intitule aussi Un autre voyage d'Italie, le grand tour inversé des voyageurs chrétiens venus dans la péninsule italienne depuis l'Est européen et la Méditerranée orientale. Merci. Merci beaucoup. Alors, théoriquement, nous devrions être passés à table, 12h45. Donc cela va m'inciter à être le plus rapide possible. Enfin bon, il faut quand même que je puisse vous expliquer les raisons de cette intervention, qui consiste à mettre en regard des expériences rarement considérées par l'historiographie occidentale sur le voyage en Europe et tout particulièrement sur le voyage en Italie à l'époque du Grand Tour. Donc on connaît ce rituel du Grand Tour, destiné à compléter la formation de jeunes nobles, le contrôle d'un précepteur, mais on sait moins souvent que pour les Européens de l'Ouest eux-mêmes, cette pratique du Grand Tour n'épuise pas la diversité des pratiques du voyage, et en particulier dans la péninsule italienne, et notamment dans la péninsule italienne. En effet, l'Italie est sillonnée par une multiplicité de figures, de pèlerins, de clercs, de marchands, de diplomates, de gens de lettres, dont les expériences et le retour d'expérience n'est pas toujours parfaitement identifiable avec celui des jeunes nobles partis en formation en Europe. La plupart de ces pèlerins, la plupart de ces marchands, la plupart de ces gens de lettres, de ces princes, toutefois, dans les mémoires que nous en avons gardées ici en Europe de l'Ouest, sont des Européens de l'Ouest et qui ont en commun en fait certaines façons de décrire les lieux traversés, qu'il s'agisse de catholiques ou qu'il s'agisse de protestants. Et en dépit de ce fossé qui, pour certains, crée une fascination à l'égard des villes d'Italie, comme Rome, pour d'autres, transforme la transformation de ces villes en objet de dénonciation, mais dans tous les cas, il y a une base commune. Donc, partir ailleurs, chez des orientaux, chez des chrétiens de l'Est de la Méditerranée, ou du Nord-Est de la mer Noire, comme ceux d'Ukraine, c'est non pas entrer dans le monde musulman à proprement parler, ce n'est pas non plus parler des Grecs, c'est choisir, de façon un petit peu, ce que je dois dire, arbitraire, mais un certain nombre de figures qui appartiennent à un monde qui est majoritairement musulman, ou bien qui est orthodoxe, et qui est à la fois, qui est de façon juxtaposée, musulman et orthodoxe, un monde composite, ça c'est la base qui motive la raison de cette entreprise. Voilà, je vous montre une carte de l'Empire ottoman tel qu'il s'est formé depuis le XIVe siècle. On voit qu'il y a une vaste Méditerranée orientale qui est dominée, c'est tout ce qui est en couleur en fait sur cette carte, qui est dominée par les Turcs. Et dans un article qui a fait paraître en 2009, Bernard Héberger, qui va être un petit peu notre lumière, notre phare dans le propos que je vais vous tenir maintenant, avait reproduit cette carte où, à l'intérieur de cet espace méditerranéen, le monde ottoman est marqué par ces lignes noires, le monde chrétien occidental est marqué par le côté gauche de cette ligne noire, tandis que l'ottoman est marqué par le côté droit, et il a placé un certain nombre de lieux. Et on reconnaît du côté de la Méditerranée orientale des lieux tels que Alep,
que Damas, Tripoli, Bagdad, Bethléem, Jérusalem. Et ce sont des lieux de départ d'un certain nombre de personnes auxquelles on va ajouter de manière, vous allez peut-être me le contester, un orthodoxe de Kiev, mais vous allez voir pourquoi, des lieux vers lesquels on se dirige en Europe. Mais les tableaux là ne sont pas apparus. En fait, il s'agissait de montrer que des centaines de chrétiens venus d'Alep, de Damas, de Bagdad, se sont reportés vers le pays des Francs, vers les pays des Francs, l'Italie, la France. Et ce que montrent ces tableaux, c'est que ce sont tour à tour des princes, mais surtout souvent des ecclésiastiques, autrement des marchands. Je retiendrai ces trois figures, parce que ce sont celles qui vont dominer dans le corpus que j'ai réussi à individualiser, avec l'aide notamment de Bernard Héberger. Ce corpus, c'est tout le problème qui a été évoqué de la première intervention de ce matin. Existe-t-il ? Et comment peut-on lui accorder une légitimité dès lors que nous, de l'Ouest, nous ne pratiquons pas la langue dans laquelle écrivent les quelques rares qui ont laissé des traces. Alors, tout d'abord, il y a un certain nombre de personnes qui se trouvent à Venise, à Rome, sans parler du reste de la chrétienté, en provenance de ces pays, pour des raisons multiples, mais ces personnes, elles n'ont que très rarement laissé d'écrits. Et quand elles en ont laissé, ils se trouvent enclos dans des archives de monastères, tel monastère basilien au Liban, et très difficilement accessibles. Mais voilà, j'ai essayé de rassembler un certain nombre de possibles éléments de ce corpus qui nous mènent du début du XVIIe à la fin du XVIIIe. Donc sur ces 2 siècles, qui ont été extrêmement propices, comme Mathieu de vous parler le sait, de la part des Européens, qu'en est-il de l'autre côté? Alors ce n'est pas tout à fait un côté éloigné, on n'est pas au Congo ou même en Éthiopie, espace qui n'a pas été question jusqu'à présent, mais qui mériterait eux aussi d'être considérés. Mais malgré tout, on trouve des personnes qui nous ont laissé des écrits. Là, je vous en ai mis 6, 7, Fakhr al-Din, Rad, Ibn Mossili, de son prénom Ilyas, Anna Diab, dont il sera question dans les 2 journées qui viennent, Barski, et puis par Barski qui est de la première moitié du XVIIIe, tout comme Anna Diab, on arrive à la 2e moitié du XVIIIe avec Ioanna Nakash et Tuma Courbay, qui ont laissé un carnet de 27 pages en 1760, faisant un récit en 1775 d'une mission d'Italie du Nord. Bon, tous ces auteurs sont effectivement des auteurs de textes, mais il en est certain qu'il faut exclure, et pour des raisons variées. Il faut exclure parce que tout en étant allé en Italie, par exemple, ce personnage, Ilyas al-Mossouli, chrétien chaldéen, d'Irak, Mossoul, en fait a très peu parlé d'Italie, bien qu'il y ait longuement séjourné. Il a beaucoup plus parlé, à tout le moins, dans ce que j'ai pu lire en français ou en italien, de son récit en Amérique, qui ne laisse pas beaucoup de place à la partie qui a pourtant occupé une grande place pour lui, entre 1668 et 1675. Et puis qui est une partie européenne, Rome notamment, qui à nouveau a été terrain d'expérience à son retour d'Amérique en 1683. Bon, obligation d'exclusion. Exclusion de ce chaldéen de Mossoul, 1725-35, et qui est arrivé à Rome en 25, et qui est resté pendant 30 ans, mais qui a, non pas parce que le séjour n'implique pas que le voyage ait été aboli, il n'est pas revenu, mais il a malgré tout écrit le récit de son voyage, donc le récit de sa découverte. Donc même s'il ne correspond pas, parce que je me plais à définir comme un voyage, à savoir il faut qu'il y ait un retour, il n'y a pas eu un retour de Rome à Mossoul, mais il y a eu un retour d'expérience par l'écriture pendant une dizaine d'années de son vie. Sauf que ce texte n'a pas été traduit, il a été édité par un jésuite libanais en 1910, mais il était édité, mais maintenant la langue d'origine. Donc pas d'accès possible pour ce qui me concerne, sauf d'éventuels articles en parlant, mais il n'y en a pas beaucoup, j'ai vraiment eu du mal à en trouver. Autre exclu, ce moine maronite Chukri, qui tient à cœur à Bernard Héberger, puisqu'il en parle même dans
dans l'exploration du monde, en 2019, dans le livre dirigé par Romain Bertrand, à propos de traite d'Anna Diab, mais il dit il serait intéressant d'aller voir Shukri. Moi j'aurais bien aimé, sauf que pas de traduction, et puis en plus, il ne doit pas beaucoup parler d'Italie, il parle plus de la France. Donc vous voyez qu'on se heurte, c'est ce que j'essaie de vous montrer en fait, dans la construction d'un corpus, à une multiplicité d'obstacles. Le dernier n'étant pas le moindre, à savoir Nakash et Kurbay, ces deux moines melkites, catholiques, depuis 1724, les melkites sont associés à Rome, et qui sont apparemment très intéressants parce que en 1751 d'abord, mais alors on n'a pas de traces écrites, mais en 1775 ensuite, ils ont été envoyés en mission de Rome vers l'Italie du Nord. Et donc ils nous parlent d'une quinzaine de villes d'Italie du Nord. Donc comment nous en parle-t-il? Là, je suis prisonnier du fait qu'il n'y a pas eu de traduction en langues qui nous sont familières, mais il y a tout de même un article de Michel Abras, Le voyage de 2 moines melkites en Italie du Nord en 1875, qui a été publié en 2002, qui offre un bon résumé, dont je me servirai comme d'un 5e élément de corpus pour couvrir à peu près les 2 siècles dont je suis en train de vous parler de manière correcte, de manière représentative. Il n'en reste pas moins que je vais tout de même mettre l'accent essentiellement sur 4 textes qui sont ceux d'un prince, Fakhr al-Din, Faccardo pour les Italiens à une certaine époque, Fakhardin pour les Français, Fakhr al-Din. Les Italiens traduisent ad-Din, ou les Anglais, les Italiens, ad. Émir, prince des Druzes, qui a passé 5 ans en Toscane. Ce n'est pas parce qu'il a séjourné 5 ans que ce n'est pas un voyageur. Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce qu'il a découvert, il a été d'une certaine manière un voyageur du Grand Tour, dans la mesure où il a appris à connaître, il était relativement jeune, un monde dont il avait envie d'engranger les particularités pour pouvoir les transférer dans son pays. Rad, marchand d'Alep, qui se rend à Venise en 1654-1650, c'est la deuxième moitié du XVIIe, c'est un marchand, donc un cas de figure totalement différent du précédent. Anna Diab, c'est un valet d'une certaine manière, puisqu'il voyage avec Paul Lucas au début du XVIIe, enfin, il sera question plus abondamment dans une intervention. C'est un chrétien syrien maronite qui a une passion pour l'écriture. On sait qu'il a inspiré un certain nombre de contes des Mille et une nuits. Et puis le 4e que je vais considérer, c'est Vassili Grigorovitch Barsky, qui n'est pas un chrétien oriental au sens habituel du terme, il ne vient pas du Proche-Orient, il vient de Kiev, et c'est un étudiant qui s'est fait passer pour catholique alors qu'il était orthodoxe dans une ville de l'Ukraine de l'Est, a dû poursuivre un voyage qu'il n'avait pas prévu vraiment au départ, et qui est un voyage qui se transforme en pèlerinage, et qui dure théoriquement 1 an, 2 ans, et qui finalement dure de 1723 à 1747, ça qui dure 24 ans. Bon, des figures atypiques. Des figures atypiques où 3 de ces textes proviennent d'alliés des chrétiens ou de chrétiens eux-mêmes. Alliés des chrétiens, Fakhradin, c'est un druze, c'est un musulman un peu particulier, et dont un est un orthodoxe. Alors, je voudrais, dans un premier rapide point, vous expliquer ce que l'on peut faire d'un corpus aussi hétérogène que celui-ci, alors même qu'en face, sur le voyage en Italie, nous avons une armature extrêmement consolidée, qui ne se limite pas au grand tour des jeunes nobles, puisqu'elle comporte aussi des gens d'aide qui ont accompagné les nobles, mais qui comporte aussi des pèlerins, des marchands, et toutes sortes de gens de lettres, pour me rapprocher des figures que j'ai ici retenues. Comment réussir finalement à trouver des convergences dans un corpus qui présente tellement de divergences? Est-ce que cet exercice ne va pas être artificiel? Est-ce qu'il ne va pas être artificiel de vouloir comparer ces 4 ou 5 éventuellement, si j'inclus les moines melkites, avec des Français, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Scandinaves, des Russes? Est-ce que tout ça ne relève pas d'une entreprise impossible? Alors, ce que je voudrais quand même dire au départ, c'est que, pas au départ, on est déjà très avancé, je vous rassure, c'est qu'en fait, nous avons une série d'itinéraires qui ne sont pas totalement éloignés du modèle du Grand Tour, du modèle d'une expérience qui amène finalement à parcourir des villes
dans le cadre d'un itinéraire qui est un itinéraire de découverte, parfois obligé. C'est-à-dire que Fakhreddin est obligé de quitter le Liban parce qu'il a des problèmes avec le sultan et qu'il va faire une sorte de cure de rénovation politique en laissant son fils et son frère régner à sa place pendant quelques années. Pas vraiment un voyage volontaire pour Rad, le marchand, qui se trouve aller à Venise, et il ne parle que de Venise dans son compte-rendu qu'il écrit à son retour. Mais tout de même, il y a une sorte de réalité qui est l'obligation du commerce. Et puis, à la faveur de cette vie obligée du marchand, il écrit ce qu'il voit. Donc on n'est vraiment plus dans le grand tour, mais dans une expérience. Chez Diab, il y a une Italie, je devrais vous montrer, les cartes ne sont pas passées. Alors. Chez Rad, bon, la carte cette fois-ci est passée, donc on va la montrer. Elle est passée mais sans l'itinéraire que j'avais tracé en rouge dessus. Mais chez Diab, il y a une Italie à peine effleurée. Comme le montre cette fois-ci seulement au crayon léger dans l'itinéraire depuis le Liban actuel jusqu'à Paris. Il y a un passage par le Maghreb, par Tunis, une remontée uniquement par Livourne et Gênes avant d'arriver à Marseille. Donc c'est une Italie effleurée. Mais c'est néanmoins une Italie qui est racontée à travers une série d'événements. Et c'est une Italie qui est racontée par l'extérieur, par l'envers de par où on y arrive quand on vient d'Europe occidentale. Elle est racontée par l'envers méditerranéen, par l'épreuve des pirates, des corsaires. Elle est racontée par l'épreuve du Lazaret, qui n'était pas très fréquente pour les Français et les Anglais qui passaient qui arrivaient par voie de terre, s'ils pouvaient aussi y être soumis. Le quatrième, enfin, à savoir Barski, on va l'appeler Barski, ça va plus vite. C'est comme ça qu'il est aussi appelé par la personne qui est présente au livre, dans ses pérégrinations. Lui, il fait un véritable tour d'Italie, qui finalement, c'est un tour de pèlerin, mais qui est à l'intérieur d'un voyage beaucoup plus large, qui se prolongera dans la Méditerranée orientale, peut se résumer d'une manière qui est celle d'un tour, comme il y a un grand tour, mais qui n'est pas tout à fait le même que les tours des nobles, puisque c'est un tour qui le mène vers des lieux de pèlerinage. Lorette, la côte adriatique, Bari, donc il se demande à Lorette s'il va d'abord choisir d'aller à Bari ou d'abord choisir d'aller à Rome, et il choisit d'aller d'abord à Bari parce qu'il pense que Rome va absorber beaucoup de ses énergies, il sera trop fatigué ensuite pour faire le troisième pèlerinage, celui de Bari. Donc il y a cette trilogie, ce qui l'amène à passer par des espaces qui ne sont pas du tout des espaces habituels. Donc des conditions extrêmement différentes. Alors, face à ces tours hétérogènes qui nous sont transmis par des textes dont les éditeurs de ces différents ouvrages parus depuis 2000, en langue française, en langue italienne ou française, les deux premiers sont parus en italien ou en anglais, les deux suivants sont parus en français, ce que nous disent les éditeurs, c'est que les textes originels sont souvent des textes qui ne relèvent pas d'une langue des élites, mais d'une langue dialectale populaire, de l'arabe populaire. Bon, nous, on fait avec des traductions, enfin, en tout cas, avec ce qu'on peut faire. Et la question que je me suis posée, et que je vais je ne vais pas vous montrer en image, à laquelle je vais répondre de façon purement orale, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre la dimension d'ailleurs, la dimension d'altérité, dans de tels textes. Donc ce sont bien des textes qui racontent des récits, des relations dans lesquelles il y a des récits, dans lesquelles il y a une volonté de transmettre des connaissances, dans lesquelles il y a enfin des jugements, la fameuse trilogie de Ouellette sur la composition de la relation de voyage. Comment est-ce qu'on peut réussir à affronter finalement cette question d'altérité en praticien modeste, terre à terre, rien à voir avec la vision mondiale qui a été présentée en première matinée, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, ce qui me semble ressortir de la lecture à la fois des textes eux-mêmes et des commentaires qui sont dressés sur eux, ce sont deux grandes idées, qui sont ma deuxième et ma troisième idée de cet entretien, si je puis dire. La première idée, c'est que ces textes appartiennent à un horizon commun aux relations de voyage qui me sont les plus familières. Et ça me frappe. Alors, certes, elles sont peu nombreuses, on en a peu
tout cas il y en a peu d'édités, même en arabe, mais même a fortiori traduites, il y en a quand même quelques-unes, et toutes sont des relations organisées. Et ça, c'est quand même un élément qui nous rattache peut-être au monde de Marco Polo, qui nous a été évoqué. Je pense que ça rattache cette altérité de la Méditerranée orientale, de personnes issues d'une culture arabe ou d'une culture russe, russo-ukrainienne, orientale, ça les rattache tout de même au monde de l'Occident, pourrait-on dire. Cet horizon commun, essayons de décliner ces convergences, cette familiarité qu'on peut y retrouver. La première, c'est que finalement, tous ces auteurs nous parlent de monuments, d'églises, de palais, dont ils décrivent les richesses. Ils nous parlent d'architecture magnifiquement bâtie, ils sont très sensibles à l'organisation des rues, etc. Bon, tout ça, ce sont des éléments, que j'allais dire, très occidentaux, mais qui sont aussi des éléments très arabes. L'expérience urbaine, quelque chose de fondamental en terre arabe. Et donc, que cette observation dans des réalités urbanistiques et architecturales fait partie d'une sorte de terrain commun. Lorsque sont analysés des décors splendides, alors il peut y avoir une sorte de rêve oriental, de recherche de décors, mais finalement, même un Anglais ou un Français ou un Espagnol, quand il va à Naples, lui aussi, il s'émerveille de toute cette débauche d'hôtels dégoulinants d'or et d'argent, et d'agate, et de porphyre, et de toutes sortes. Bon, la différence n'est pas fondamentale. La deuxième point commun, c'est ce très vif intérêt qui est porté par des orientaux, princes, marchands, enfin les quelques-uns du corpus, soyons, à la technique. À la technique administrative, aux capacités commerciales des Italiens, que ce soit dans les foires de Venise, de Senigallia, de Bari, de Rome, de Naples, etc. Le commerce. Alors, c'est pas seulement le commerce, c'est pas seulement la pratique de l'échange des richesses, c'est pas seulement, pas étonnant, Rade, ce marchand quasiment anonyme dont on ne sait rien, pas même les dates de vie, il décrit les monnaies, il décrit les poids et les mesures, c'est pas étonnant de la part d'un marchand. Mais ça va jusqu'à l'administration des armées. Et Anna Diab, dont il sera une bonne question, il est très sensible à la manière dont, à Livourne, qui est pratiquement sa seule ville d'expansion italienne, la forteresse est un lieu où se retrouvent rassemblés des soldats, dont les revues sont marquées par un extrême ordre. Et dit, on dirait qu'il y a un seul homme, parce qu'on voit le même pied quand ils sont tellement bien alignés, etc. Et donc tout ça, c'est une sorte de fascination qui est marquée pour l'administration, pour un certain ordre. Fakhreddin, le prince Druze, qui a passé 5 années en Toscane, puis en Sicile, avant de gagner Naples, donc il y a une expérience de différentes capitales italiennes, que ce soit Florence, que ce soit Palerme, que ce soit Naples, mêmes observations, et pourtant on est au début du XVIIe. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont modernes? Ça veut dire qu'ils correspondent à un critère qui est assez commun aux souverainetés de l'Occident, qui est celui de la recherche de la richesse des États. Pourquoi est-ce que les États sont puissants? Pourquoi est-ce que des communautés peuvent finalement l'emporter sur les autres? Et d'ailleurs, Anna Diab est très curieux mais aussi Fakhreddin, finalement, de l'observation, de savoir comment les États fonctionnent de leur diplomatie, etc. Donc, cette curiosité fait qu'ils sont relativement en terrain familial. Et puis, le troisième élément qui fait qu'il y a une espèce d'horizon commun à la pratique de la relation de voyage, que je connais en Italie, de la part des Européens de l'Ouest, c'est le souci de la comparaison. Sans arrêt, aller comparer son propre pays. C'est ainsi que Barsky, le pèlerin ukrainien, n'arrête pas d'évoquer finalement, dans les églises qu'il voit à Padoue, qu'il voit à Rome, etc., à Venise, il lit les églises qui auraient dû rester des églises orthodoxes. Je le cite, non, c'est pas là que je dois le citer, parce que c'est dans le fait que c'est pas ça que je dois citer ici, c'est plutôt ce que je dois citer ici, c'est que, comme en Russie, seul l'évangile n'est pas lu au milieu de l'église.
dans les églises grecques d'Italie. Il fait la comparaison entre les églises grecques d'Italie et les églises grecques qui lui sont familières à l'est de l'Europe. Et là, on retrouve chez les quatre, en fait, et même chez les cinquièmes, chez les moines melkites de 1175, ce que Bernard Héberger exprime à propos de Anna Diab, à savoir que l'opposition n'est pas vraiment si forte entre l'Orient et l'Occident. L'exotisme est plus un exotisme qu'on a envie de fabriquer. Et Bernard Héberger de citer les lettres persanes qui en rajoutent sur une différence, sur une opposition entre eux et nous. Et de fait, Anna Diab lui-même rencontre pas mal d'orientaux qui lui permettent de rester en contact avec son monde en Italie, mais en même temps, il est parfaitement, finalement, familier de ce monde, le monde franc, italien, français, etc. Alors, la dernière idée, là je vais aller vraiment très vite, c'est que malgré tout, et ça me paraît vraiment très important, c'est qu'il existe bien une forme de résistance, d'affirmation d'identité à travers toute une série d'indices. On reste ce que l'on était, il n'est pas question de se laisser acculturer. Alors là, je suis en contradiction, non, mes quatre auteurs suggèrent une voie différente de celle du persan hispanisé de tout à l'heure, des persans catholicisés à Rome ou à Valladolid. Parce qu'en fait, les indices sont multiples. Une résistance que j'allais dire farouche. Tout d'abord, il y en a trois. Alors, on va retenir trois lignes, en quelque sorte. D'abord, les procédures d'écriture. Pour autant qu'on puisse les deviner à travers des traductions, la manière de nommer, le firman, le sultan du roi de France, le fait de voir à Pise la minaret dans la tour, le fait de garder les noms de monnaie, d'utiliser le terme de tascara pour désigner le sauf-conduit, tascara désignant, paraît-il, le sauf-conduit à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et pourtant, c'est bien ce terme qui est appliqué, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hésitation et de réticence à entrer dans la terminologie, peut-être de manque de moyens, de temps, à entrer dans la terminologie locale, même si, à d'autres reprises, les mots locaux peuvent être employés. L'écriture, les références à Dieu, l'impossibilité de parler de Dieu sans ajouter que son nom soit glorifié, enfin, toute une série d'éléments qui sont totalement liés à la culture à la fois arabe et musulmane. Le deuxième trait de résistance, c'est celui qui concerne le choix de ce qui est observé. Alors ça, je pense que c'est vraiment important, parce que c'est vrai que ça peut se trouver aussi chez des Occidentaux allant en Occident, mais on voit comment ces voyageurs-là sont déterminés par leur propre culture d'origine. On le voit chez Anna Diab à Livourne. Dans ces pays, tous les hommes se rasent la barbe et la moustache, mais on le voit aussi bien chez Fakhr al-Din que chez Anna Diab sur cette question des femmes. Fakhr al-Din observant, donc on est entre 1713 et 1718, mais c'est dans ses premiers mois, donc on est en 1713 à Florence, mais comment ça peut se faire que des hommes et des femmes dansent ensemble? Il est très surpris. Et Anna Diab, alors je ne sais pas si je me permets quand même de citer, parce que je trouve très très belle cette citation de Anna Diab, là, entre 1756. À partir de ce jour-là, votre humble serviteur sortit se promener dans les rues de la ville, on est à Livourne, stupéfait de ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était la première ville en pays chrétien où j'entrais. Je vis des femmes dans les boutiques, vendant et achetant, comme si elles étaient des hommes. Elles déambulaient dans les rues, le visage découvert sans voile. J'ai eu l'impression d'être dans un rêve. Et à cela fait écho la tentative qu'il a d'acculturer une Syrienne qui s'est trouvée avec son mari à Livourne. Au bout de 3 mois, elle n'est pas sortie de chez elle, et lui, il veut quand même la forcer. Lui, Anna Diab, qui est un homme de l'entre-deux, il veut la forcer et la convaincre à devenir une femme un peu plus proche des femmes européennes de l'Ouest et à ôter son voile. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et il conclut, j'ai compris de cet épisode que les femmes de chez nous, et attention, Anna Diab est un chrétien, pas un musulman, les femmes de chez nous ne peuvent pas se comporter comme celles de ces pays car elles ont été éduquées à demeurer cachées. Et il constate son échec. Il constate une différence irréductible. Et cette différence irréductible, on la voit chez Fakhr al-Din.
que, en fait, ces interlocuteurs italiens, que ce soit le grand-duc de Toscane, que ce soit le duc d'Ossona, qui l'accueille à Messine puis à Palerme, au nom du roi d'Espagne, il révèle bien sa résistance à la conversion. Il n'est pas question de se convertir. Et je suis bien chez vous, chez les chrétiens catholiques, parce que d'Italie, parce qu'il y a des raisons qui m'y ont poussé, politiques en particulier, mais je résiste. Et cette résistance, elle me semble très, très indicative, parce qu'en fait, on la voit à travers de multiples autres signes chez les autres de nos voyageurs, et pas seulement chez des chrétiens de Liban, Syrie ou Irak, qui choisissent les saints dont ils vont voir les reliques à Venise, comme Rade, qui choisit toutes les églises. Ils ne citent que les églises où il y a des reliques de saints orientaux. Donc il y a quand même une certaine limite à passer de l'autre côté. Mais chez Barski aussi, dans sa démarche de pèlerin, on voit bien que Barski est quelqu'un qui demeure omnubilé. Alors, c'est là qu'on va faire le pont avec la conclusion, non pas tant par une identité ukrainienne que par une identité chrétienne. Une identité chrétienne, orthodoxe et pèlerine. Une identité qui est donc empreinte de la spécificité du monde orthodoxe, qui ne se confond pas totalement avec le monde catholique latin, bien que le latin soit pour lui la langue grâce à laquelle il peut communiquer avec les Italiens, parce qu'il ne parle pas italien, mais il parle latin. Donc il y a bien un terrain commun, mais son regard empreint la spécificité d'un monde orthodoxe qui n'est pas vraiment celui de la majorité des Italiens en Italie, l'amène à garder cette identité très forte. Alors, vous voyez que je cavale et je conclue. Sans doute, est-il difficile de comparer valablement 4 sources entre elles d'une part, aussi différentes de l'autre, et sans doute notre panorama, devrait-il ajouter, par exemple, des textes arabes musulmans. D'arabes musulmans, je viens de dire, Fakhr al-Din en est un, mais enfin bon, c'est un musulman un peu particulier. Les autres, dans la foulée de ceux du XIIe siècle, ou en marge de ceux du XVIIe, dont là je vous donne 3 exemples, venus en France. Venus en Hollande, venus en Espagne. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé en Italie, mais il doit y en avoir. Il y en a même très certainement qui ont écrit des textes, et il faut les ajouter à ces chrétiens arabes ou à ces chrétiens orthodoxes. L'entreprise de la comparaison, on le sait, vous l'avez constaté, est artificielle, difficile, et j'ai beaucoup envie, en relisant la liste des interventions, celle qui s'offre. Qui n'analyse qu'un texte. Je me suis dit, j'aurais dû en fait ne présenter que Barski, ça aurait suffi, ça m'aurait moins fatigué quelques semaines qui viennent de précéder, mais ça aurait été peut-être plus intéressant pour vous finalement. À tous les cas, malgré tout, ce que m'apprend cette tentative de comparaison, c'est que il faut sortir d'une vision centrée sur une seule identité. Et de ce point de vue-là, la Méditerranée est un très bon lieu. Et je fais référence ainsi aux travaux sur le 19e de Constantina Zanou, dont je parlais à l'une d'entre vous tout à l'heure, ZANOU, qui a très bien montré cette dimension polycentrique de la culture méditerranéenne. Et je crois que relire le voyage en Italie depuis la Méditerranée, ça peut vraiment nous aider à comprendre différemment l'expérience, même celle du Grand Tour. Alors, le détour par les orientaux nous sensibilise à la nécessité de prendre en compte la diversité des objectifs en même temps. On voit qu'il n'y a pas seulement les nobles qui veulent construire leur identité de nobles, mais qu'il y a aussi des pèlerins, des marchands, toutes sortes de figures alternatives, des princes. Mais alors, et j'en termine par là, l'ailleurs, au final, se dégage comme une notion complexe et multiforme, que nous ne devons pas trop vite nous empresser de qualifier comme radicalement séparée du même. Alors moi, évidemment, je ne vais pas jusqu'en Chine ou en Amérique, je reste là dans les confins de l'Europe, la Méditerranée. Donc, il y a un ailleurs géographique et culturel, c'est incontestable. Syrie, Liban et Ukraine se distinguent profondément de l'Italie, et de l'Italie et de l'Europe de l'Ouest. Le statut des femmes peut y être différent, la place de la religion dans la vie quotidienne aussi. Mais il existe aussi des familiarités, des ponts en quelque sorte. Chrétiens partageant une croyance, membres d'une vaste communauté supranationale. Enfin, c'est quand même le cas de ces chrétiens maronites, melkites, catholiques.
Sans parler aussi de l'acculturation que présentent les figures de Fakhr al-Din ou de Anna Diab, à des modèles et récits de l'Occident chrétien, et même à sa façon Barski. Tous assurent des ponts. Leurs positions sont celles d'hommes de l'entre-deux, pour reprendre l'expression popularisée par Bernard Héberger. Et leur expérience, finalement, le temps à les placer dans un troisième espace, le fameux third space. Je vais noter le nom, voilà, le fameux third space que Homi Bhabha évoque. Ce n'est ni ceux du pays de départ, ni ceux du pays d'arrivée. Il crée une forme de réalité qui est entre les deux, pas seulement entre, elle est aussi un espace. Un espace. Pour autant, ils apparaissent... Alors oui, les voyageurs chrétiens venus de l'Est ne sont pas des voyageurs du Grand Tour, c'est évident. Il n'y a pas de correspondance avec cette carte que je vous montre. Ils ne s'assimilent ni aux marchands ni aux pèlerins occidentaux, mais pour autant, ils apparaissent bien comme les véhicules d'une attitude ouverte, curieuse et désireuse de connaître le monde. Preuve en est leur désir d'écrire, juste selon des modalités variables. Et c'est là peut-être que se construit un ailleurs, irréductible. Sargat tu as parlé de la multiplicité des ailleurs. Un ailleurs irréductible dans le caractère personnel que leurs écrits tentent à donner, leurs écrits ou les écrits par personne interposée. Ce n'est pas Fakhr al-Din, le prince lui-même, qui a écrit. On ne sait pas très bien qui, il y a deux hypothèses. Donc, se construit un ailleurs dans le caractère personnel. Par ces écrits que leur rareté permet de ne pas plonger dans le conformisme de certaines relations de voyage en Italie du XVIIe et du XVIIIe depuis l'Europe de l'Ouest, nous pouvons tenter de découvrir des expériences de vie que la confrontation avec l'altérité rend particulièrement fascinante et originale.